d'être venu à cette rencontre, à cette énième rencontre du PANAF qui nous convie aujourd'hui autour d'une thématique abordant directement les questions liées à l'actualité africaine, c'est-à-dire si on dit actualité, ce n'est pas dans une certaine temporalité par rapport à une période précise, mais parce que tout simplement, cette thématique que nous abordons aujourd'hui interpelle l'Afrique d'une manière générale et depuis ses débuts. On parle de l'Afrique ou de l'aventure ambiguë. Cette aventure, c'est celle qui a commencé avant la période anté-islamique, après anté-coloniale et après, parce que tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revisiter de manière succincte aussi bien les problèmes sociaux que les problèmes politiques. Tous les auteurs que vous avez là, nous avons fait un choix de panel d'auteurs ayant des écritures assez différentes. Il y en a qui abordent les questions sociales africaines sous un angle politique, d'autres sous un angle socio-anthropologique. Et c'est le mixage de tout ça qui fait qu'ils évoquent tous la même Afrique, mais avec des aventures différentes. La question c'est de savoir, est-ce que c'est un roman qui s'intitule Terminal. Pour répondre à votre question, beaucoup de gens justement dans les stocks me demandent est-ce que votre roman c'est du vécu? Est-ce que c'est une autobiographie? Puisque mon personnage quitte son Afrique déchirée, se rend au Canada pour y vivre jusqu'au soir de sa vie, et que moi aussi j'ai vécu au Canada, et chaque fois que je leur réponds non, il y a peut-être un petit 2% de moi là-dedans. N'empêche que quand on écrit, on se sert un peu de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, de ce que d'autres ont vécu. Inconsciemment, on recrée un univers totalement fictif, mais sur la base d'impulsions qui nous viennent de choses qu'on a expérimentées soi-même. Alors, l'Afrique s'entre-déchire, l'Afrique se déconstruit, se reconstruira, et tout cela à partir de ce que nous ferons de notre quotidien, de ce que nous ferons de notre futur. Dans mes écrits à moi, j'ai tendance à me projeter dans un futur où l'Afrique est encore en train de se déconstruire au quotidien et est encore en train de se chercher. Mon histoire se passe en l'an 2054 et je dresse le portrait d'une Afrique qui est vraiment encore en train de se chercher. Mon personnage est totalement bouleversé pour ce qui est de son identité réelle. Cette déconstruction dont nous allons débattre aujourd'hui, à quoi est-ce que ça va toucher? De quel genre d'Africain sera véritablement habitera notre Afrique du futur? Là est la question, est-ce qu'il doit forcément se départir de ce qui constitue aujourd'hui son identité africaine, ou est-ce qu'il doit marier toutes ces influences d'ici et là, algériennes entre autres, et de peu partout en Afrique, de l'Algérie en Afrique du Sud, pour véritablement construire une nouvelle identité? Voilà un peu comment moi j'aborde la question. C'est pas grave, on reviendra là-dessus et vous par rapport à votre écriture, parce que vous venez pour le lancement de votre livre également qui s'appelle Transition ici. Est-ce que c'est une écriture par procuration? Écriture par procuration, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, par exemple, lui, la manière avec laquelle il expliquait tout à l'heure, un personnage qui va au Canada ou qui vit au Canada, qui est entre les deux airs, puis par la suite qui prend en charge de parler d'une chose. Est-ce qu'un auteur, c'est plutôt par procuration qu'il écrit pour les autres, ou bien parce que c'est pour moi, lui-même, il est heurté par une chose? Moi, d'abord, c'est Sophie Edikam du Burkina Faso. Et écrit par procuration, moi je dirais non. Parce que je vis dans une société, bon, pour revenir à ce thème de déconstruction et de construction, et je vais commencer par là. Et moi je pense que nous sommes dans une Afrique en perpétuelle déconstruction et construction, même avant l'arrivée du colon. Et pour qui connaît l'histoire de l'Afrique, il y a eu de grandes invasions et des chefs traditionnels qui ont cherché à élargir leur territoire. Quand je prends l'exemple de mon pays, le Burkina Faso, le territoire par exemple des Mosé, qui est l'ethnie majoritaire, et a étendu son espace, et chaque fois quand ils étendent leur espace, ils imposent en fait leur culture, leurs coutumes, leurs traditions, et on se retrouve en perpétuelle construction de construction. Une autre autorité s'installe, et ensuite il y a eu la venue du colonisateur qui a totalement remis en cause
les fondements de nos sociétés traditionnelles. Ensuite, la venue du christianisme, de l'islam. Donc, et je dis que nous sommes en perpétuelle construction et de construction. Et avec les indépendances, c'est la même chose qui est venue. Nous construisons, nous mettons sur place une sorte de politique, que ce soit un état d'exception, que ce soit une démocratie entreprise, et qui est remise en cause et qui encore accouche d'autres choses. Donc, moi, dans cette pièce, en fait, je vois qu'il y a tout cela qui traverse mes écrits, parce qu'au niveau de la poésie, c'est beaucoup plus un engagement social, au niveau de la corruption, de l'injustice sociale, de ces nouveaux dirigeants qui pillent le pays, qui appauvrissent les gens et qui sont en train de pousser les plus pauvres aux périphéries de la ville, parce que quand on arrive chez moi, on a un chaos qui est vraiment très perceptible et le centre de plus en plus est occupé par les riches et les pauvres, on les éloigne, on les écarte et ils vont dans les zones non loties. Tout cela ressort dans ma poésie, mais au niveau du théâtre, j'aborde des questions qui sont un peu plus, qui concernent un peu plus la sous-région en quelque sorte. Par exemple, dans la première pièce de théâtre, là c'était la question des migrations clandestines, des dictatures en Afrique et comment ces dictatures perdurent au pouvoir. Quels sont les piliers, les béquilles sur lesquels ces gouvernements, ces dictateurs s'appuient pour pouvoir rester pendant longtemps au pouvoir. Et dans cette pièce de théâtre, il y a aussi la question des guerres. En fait, la guerre traverse l'ensemble de mes écrits, même si relativement nous étions dans une certaine paix jusqu'à un certain moment. Et nous avons beaucoup de gens qui viennent d'espaces où il y a la guerre. Et c'est quelque chose qui nous touche personnellement. La Côte d'Ivoire, la guerre en Côte d'Ivoire, c'est une guerre qui a beaucoup troublé la société burkinabé. Mais ici, il s'agit aussi des gouvernants au pouvoir, parce qu'il y a une chose dont on parle peu, mais qui est une réalité, c'est-à-dire les crimes rituels. Dans cette pièce, il y a une albinos qui s'appelle Saïda, parce que chez nous, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, les albinos sont victimes de crimes rituels. Et à un moment en Tanzanie, la télé en a parlé un peu partout, et au Burkina Faso, c'est la même chose. Et elle est recherchée par ses propres frères qui veulent la sacrifier pour accéder à une certaine aisance financière. Et son père aussi était albinos, et ce sont ses oncles qui ont tué son papa. Et sa maman qui n'est pas albinos, faire avancer les choses, de faire entendre des voix et on essaierait pour avancer dans le développement. Merci, monsieur le ministre, de me donner la parole. Je suis Jaïli Amadou Amal, écrivaine camerounaise. Et pour revenir, avant d'en venir à votre question, je vais un peu répondre par rapport à ce que tous mes frères et sœurs ont évoqué et par rapport même au thème. La colonisation, pour moi, il n'y a rien qui a été positif. Rien du tout. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on n'est pas venu nous civiliser. L'Afrique avait déjà une civilisation. L'Afrique était déjà un continent structuré avec, bien entendu, des royaumes qui sont faits. Elle prenait tout simplement et suivait le cours normal des choses, comme l'Empire grec, l'Empire latin, de la civilisation égyptienne, etc. Nous avons eu des grandes civilisations chez nous. On était en train, on nous aurait laissé peut-être un peu plus de temps, on aurait inventé les voitures, peut-être même en mieux, on aurait peut-être même inventé d'autres choses, d'autres moyens de communication qui seraient bien propres à nous, d'autres civilisations, bien entendu. Pour moi, la colonisation est venue tout simplement couper court à un processus normal. Pour la déconstruction, elle est là. Pour moi, en fait, on a fait que nous embrouiller. On a fait que nous embrouiller parce qu'on était en train d'avoir un cours normal des choses. On avançait selon notre rythme, avec nos traditions. Et maintenant, tout simplement, dans notre société, que ce soit par rapport aux religions importées, que ce soit par rapport à nos anciennes coutumes, à nos traditions, à nos politiques, à la structuration de nos sociétés, nous n'arrivons pas à trouver, à faire comme ceux qui sont venus nous imposer leur système à eux, en fait. Donc, pour revenir au sujet des femmes,
Moi, j'ai choisi l'écriture pour pouvoir dénoncer, défendre, mais pas seulement, pour pouvoir faire aussi de la promotion de la culture, de nos traditions, revoir certains aspects de la tradition qui sont en train de disparaître, comme par rapport à mon dernier roman, Le Hirde par exemple, que le colon a assimilé à tort à de la prostitution alors que c'était un espace de réjouissance sociale. Réhabiliter ce genre de coutume pour que, et certains de nos proverbes, pour qu'ils ne disparaissent pas totalement, comme c'est en train d'arriver dans plusieurs coutumes, comme le disait tout à l'heure Sophie. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un a besoin de rebondir par rapport aux autres avant qu'on poursuive sur la méthode? Chaque fois qu'elle parle, elle m'inspire. Oui, la colonisation, c'est un long débat, c'était bon, c'était pas mauvais, et ainsi de suite. Mais moi, ce que je retiens, c'est que la colonisation, je retiens deux aspects. Un, on ne peut coloniser qu'un peuple qui est facilement colonisable. En ce sens que chaque fois que nous pointons du doigt ceux qui sont venus, qui prennent jusqu'à aujourd'hui nos matières premières et tout ça, il faut savoir qu'à la base, ils ont eu en face d'eux, ils ont toujours en face d'eux le peuple le plus facilement divisible de la planète, j'ai nommé les Africains noirs. Et ça, c'est mon constat. Ça, vraiment, il faut avoir l'honnêteté de le dire. Vous entrez dans n'importe lequel de nos pays aujourd'hui, vous voulez diviser la classe politique, vous allez réussir. Parce que nous sommes facilement divisables. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des communautés, et je suppose que l'Algérie en est une en tout cas, il y a des pays arabes qui nous donnent ce bon exemple, de pays qui sont quand même assez soudés. Beaucoup plus soudés que nous le sommes. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les pays développés. C'est déjà la journée d'hier, quand même, pour oui, ce qu'on appelle. Qui a montré qu'on pouvait être debout, c'est-à-dire résister à une chose, dire ça suffit, nous voulons prendre notre destin. Exactement, et on est plus facilement divisible. Ça, c'est mon premier constat. Deuxièmement, la suite logique à la colonisation venue de l'extérieur, c'est une attitude colonialisme intérieur à nos États. En ce sens que nos dirigeants que nous avons aujourd'hui colonisent leur propre population. Quand Sophie parle de quartiers riches au centre-ville de Ouagadougou et la périphérie, c'est quoi? C'est une colonisation interne. En ce sens que on n'a pas encore réussi à faire ce bloc unique là, et chacun essaye, en tout cas des castes ou des groupes, essaye de coloniser d'autres et de maintenir leur mainmise sur les autres. Est-ce que donc c'est pas ça qui est la colonisation la plus pénible, la plus difficile? C'est-à-dire qu'il y ait des propres frères qui colonisent leurs propres frères, des chefs d'État qui se disent indépendants, mais qui pillent, qui dominent beaucoup plus, qui font beaucoup plus de tort à leur gouvernement. Lorsqu'on voit par exemple dans plein de pays, je m'excuse, mais plein de pays par exemple, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas de dispensaires, ils n'ont pas de chemin de fer, mais leurs chefs d'État se font soigner à l'étranger et non dans leur propre localité. Alors que nos hôpitaux sont là, les gens meurent par grappe. Et aujourd'hui, on a la question d'Ebola. Comment ça se fait que au moment où le mal est prêt, l'Afrique est incapable d'avoir une décision, d'avoir une manière d'agir, alors qu'on sait qu'il y a des dirigeants qui ont des comptes, qui ont des palaces ailleurs, alors que le peuple est plus analysé. Plus on parle d'intégration, on crée la CEDEAO, on crée l'UEMOA, on crée la CEMAC, on crée un certain nombre d'organisations, mais je crois que c'est des faire valoir. Nos dirigeants sont en train de nous tromper, eux qui veulent l'intégration, mais chacun veut être le petit roi dans son petit royaume. Mais je crois que c'est cette barrière-là qu'il faut carrément faire sauter. Et ça, je crois que là aussi c'est un groupe des intellectuels. Je parlais avec mon éditrice, et je dis que c'est l'occasion de rencontrer d'autres éditeurs pour la coédition, pour que les idées circulent. Les idées circulent entre nos États. Et je pense que ça va être un début de coopération. Ça permettra aux idées de circuler et quand les idées circulent, je crois que les barrières vont tomber. Oui, moi je voulais répondre sur ce que disait Joseph, mon compatriote, tout à l'heure, sur même le livre L'aventure en vécu de Cheikh Hamidou Kane. Il a parlé de deux sujets en fait. Premièrement,
sa première remarque qui dit qu'en Afrique, dans le milieu éducatif, on essaie plus de capter des employés dans les entreprises que des dirigeants. En fait, que voulez-vous dans un pays comme le Cameroun? Je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais mon cher ami Ivoirien l'a dit aussi par ailleurs. Au Cameroun, toutes les grandes entreprises sont des entreprises françaises. Et au même diplôme, bien entendu, l'expatrié a 10 fois plus le montant de son salaire est 10 fois plus élevé que le montant du salaire d'un Camerounais qui travaille dans la même entreprise et qui n'aura même jamais, accédera jamais au poste de responsabilité parce que tous ces postes de responsabilité sont tenus justement par ces expatriés. Et je citerai par les banques, les télécoms, le port, l'aéroport et tout jusqu'aux cartes d'identité que c'est une entreprise normalement. Mais on essaie de s'intégrer au monde, mais il y a aussi les réalités, même si c'est des discours qu'on ne veut pas entendre, même si on trouve que c'est dépassé, c'est quand même des réalités sur le terrain. Aujourd'hui, moi, ma fille, elle va à l'école, je ne suis pas en paix. Je suis là, je ne vais pas lui dire reste à la maison. Elles vont à l'école, j'ai des filles de 14 ans et de 13 ans, elles vont à l'école, mais chaque jour qu'elles vont à l'école, je pense à ces 200 filles qui sont maintenues au Nigeria, qui ne sont depuis l'année dernière. Tous les États ont entendu parler de ça, c'est resté à l'état où ces filles. Dernièrement, je voyais justement avant-hier que ces filles, elles ne seront pas relâchées parce qu'elles doivent être entre guillemets mariées. Moi, chaque fois que mes filles vont à l'école, je me pose la question finalement, si l'État n'est pas capable de protéger mon enfant, est-ce que je dois vraiment la laisser aller au risque que ces extrémistes viennent l'enlever? Et j'essaye aussi de me dire que tous ces problèmes-là, justement, c'est par rapport à ce que Joseph vient de dire, c'est l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. L'ambiguïté de l'aventure continue, mais il ne reste plus qu'une quinzaine de minutes. On va prendre deux. Oui, d'accord. Moi, je veux juste rebondir sur le rôle de la diaspora par rapport à la question qui a été posée. Et je pense que pour l'expérience de mon pays, la diaspora a joué un rôle important avec Internet et les différents forums parce que le débat politique s'est transporté sur la toile. Et au niveau de tout ce qui se faisait, et la diaspora intervenait et a aussi été un élément déclencheur et a même boosté la jeunesse sur place et leur donner le courage. C'est vrai que bon, quand on tire, c'est sur eux qu'on va tirer, mais la diaspora étant aussi participant à ce débat politique à travers les forums, a joué un rôle important. Et quand ils viennent aussi, il y a beaucoup qui investissent sur place. Ils investissent sur place, il y en a qui créent de l'emploi. Et je pense que peut-être dans un cadre mieux organisé, la diaspora pourrait vraiment être quelque chose d'intéressant et un moteur du développement chez nous. Merci. Moi, c'est juste une remarque par rapport à ce que ma chère amie Sophie vient de dire. Pour moi, personnellement, je ne sais pas pour le Burkina, parce que le Burkina, c'est un pays tellement courageux avec ce qui s'est passé. Ils ont eu la force d'aller dans la rue et tout ça et de pouvoir changer le président. Ce qui n'est pas le cas chez nous parce que notre président est tué depuis plus de 30 ans. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, la diaspora, non. Non, non. On ne peut pas de là-bas, dans son petit bureau climatisé, faire des commentaires sur le pays et dire que oui, on fait pas ceci, on fait pas cela, on devrait. Non. Si vous pensez que notre pays devrait se développer, on rentre au pays, on fait le nécessaire et on développe son pays. C'est tout ce que je voulais dire sur la diaspora. Oui, allez-y. C'est caricatural. Un petit peu l'état des lieux.
décrire la situation, les problèmes qu'on y avait et tout. Mais je pense que l'intellectuel, au fait de compte, ne doit pas s'arrêter à ces descriptions des lieux. Il devrait aller au-delà pour proposer des solutions. Alors, les problèmes que vous avez décrits, en fait, ils sont algériens aussi, ils sont marocains. On a le même problème de la langue. Est-ce qu'on peut se développer dans la langue de l'autre? Nous avons des langues locales. Est-ce que ces langues locales ne peuvent pas assimiler les sciences? Parce qu'une langue du colonisateur, si on la maintient, elle laisse, si vous voulez, un pan entier avec le colon. Alors, quelle est la solution? Doit-on continuer dans cette situation ou bien promouvoir une façon africaine de développement? On a parlé aussi comment sont passés de ces gens-là qui sont là contre leur peuple. Quelle est la solution? On a parlé du printemps nègre, printemps noir. Quelles sont les possibilités de faire? C'est possible, c'est possible. C'est là ce que je voudrais avoir, c'est des solutions d'avenir. Voilà. Bonjour. Je veux renchérir un peu les propos de mes sœurs et je veux d'abord me présenter. Je suis ici invitée en tant qu'éditrice aussi et je veux rebondir un peu sur le problème du Cameroun et demander aux panélistes d'essayer de recentrer le débat. Et je vous dirais que nous devons faire attention, nous ne devons pas seulement diaboliser nos gouvernements, faire attention à ce qu'on dit, l'écrivain a quel devoir. Le Cameroun n'est pas ce que, on va dire, on ne le diabolise pas. Il dit les problèmes qu'on trouve partout ailleurs. Un proverbe dit que lorsque tu reçois un étranger chez toi, il faut aussi aller chez lui pour voir comment il te reçoit. C'est le même problème qu'on trouve un peu partout ailleurs. Et je veux rentrer dans chérie et peut-être rectifier un peu les problèmes de ma petite soeur qui est aussi écrivaine comme moi. Chez nous, le phénomène du Boko Haram n'est pas aussi criard. Le gouvernement a fait ce qu'il peut, le gouvernement a essayé de les repousser et il y a la sécurité au Cameroun. Il y a la sécurité au Cameroun parce que, à entendre je parlais, on dirait que c'est un pays, je ne sais pas, où il y a le couvre-feu. Non, non. Le point de Boko Haram a été repoussé et les enfants vont à l'école. Je n'ai pas encore vu un endroit où les enfants ne puissent pas aller à l'école à cause de Boko Haram. Nous devons faire attention. J'essaie de rectifier le type qui modéré, essayer de recentrer les débats pour que ça ne devienne pas un débat politique où on doit sortir d'ici avec l'image d'un pays complètement terni. C'est pas parce que mon pays est parfait. Et c'est à nous les auteurs, et qu'est-ce que nous les auteurs devons faire lorsque nous écrivons? Nous devons sensibiliser ce gouvernement sans toutefois seulement les jeter la pierre. Parce que, quel que soit le régime qui monte au pouvoir, il y aura quoi? Il y aura toujours des mécontents, il y aura toujours ceux qui vont critiquer, et nous n'avons pas encore eu de régime parfait. D'accord, merci. Voilà, moi j'aimerais Samia Zenadi, je suis éditrice algérienne. Je suis très contente que l'esprit PANAF aborde justement Cheikh Hamidou Kane il y a 2 ans, était invité à cet espace. Et beaucoup d'Algériens ne connaissent pas Cheikh Hamidou Kane, ne connaissent pas l'aventure ambiguë. J'aimerais réagir comme ça par rapport à tout ce que j'ai entendu. Mais surtout pour dire qu'il ne faut pas avoir peur de parler politique quand on parle de culture. Parce que souvent, politique peut être très politique. Si on fait référence à Che Guevara, qui dit « soyons réalistes, demandant l'impossible », je crois que c'est très politique. Et il ne faut pas avoir peur. Parce que si on ne fait pas de la politique, d'autres vont la faire pour nous. Et la culture, longtemps, on nous a expliqué que la culture doit être complètement dissociée de la politique. Moi, je suis éditrice et j'ai le sentiment que je ne fais pas que du papier, je ne vends pas de papier. Parce qu'il y a les vendeurs de papier, il y a ceux qui font des livres, et les livres sont essentiellement pour transmettre des idées. Et je suis contente d'avoir écouté
des amis, des frères, des sœurs qui n'ont pas. Effectivement, le monsieur a raison pour dire que on a un problème. Les problèmes sont pratiquement les mêmes dans tout le continent. Et c'est dû effectivement à un problème de décolonisation des esprits, un problème de recolonisation, et c'est pas uniquement concernant l'Afrique, mais tous les pays du Sud sont visés d'abord par, dans leur culture, ils veulent complètement nous abrutir, nous dire que nos pères ont eu tort de faire la guerre, nos pères ont eu tort de se libérer, nos pères ont eu tort de choisir une autre voie que celle qui nous disait que vous vous êtes trompés, on est venu pour nous civiliser. Donc l'ambigu, l'aventure ambiguë, moi je garde une phrase qui n'est pas peut-être mot à mot celle de Cheikh Hamidou Kane, mais je crois qu'il dit que avoir gagné sans avoir raison, hein, donc c'est ça. Comment? L'art de vaincre sans avoir raison. Et c'est ça justement, c'est à partir de ça que nous sommes dans un niveau de comment dire, c'est-à-dire c'est soit on va décider de se libérer entièrement, ou alors on est foutu, parce qu'on va disparaître. Parce que l'Afrique, pour beaucoup, hein, l'Afrique, pour les impérialistes du Nord, hein, c'est beau, mais sans les Africains, sans nous. Hein, c'est magnifique, ils auront tout un continent, alors ils peuvent passer, faire du ski à Tijda et passer ailleurs pour bronzer, je ne sais pas, mais je veux dire, et l'Afrique fait peur parce que il y a quand même cette jeunesse. Moi je ne parle pas des printemps, c'est pas. Pour beaucoup d'Africains, il n'y a pas de printemps. Hein. Il y a l'Afrique du Nord qui sont concernés par le printemps, mais ailleurs il n'y a pas de printemps. Il y a 2 saisons. Hein. Burkina, oui, qu'est-ce qu'il y a eu au Burkina? Burkina, il y a 25 ans comment il s'appelle, de Sankara. C'est ça qui a fait que. Voilà. Hein? Je vais après je vous entends même pas. Je vous entends pas, vous êtes... bon, je sais que j'ai pris la parole un peu plus, mais je veux dire, l'Afrique se réveille, c'est une bonne nouvelle, hein, c'est une très bonne nouvelle. Ne rentrons pas encore dans les schémas qui sont tout prêts, hein, parce qu'ils nous préparent d'autres schémas de restructuration, d'alignement et d'aliénation. Alors, s'il vous plaît, Cheikh Hamidou Kane est encore vivant. Hein. Merci beaucoup. Alors merci. Malheureusement, sauf si chacun veut pour 2 minutes, parce que le temps imparti est fini et vous pouvez retrouver ces auteurs ayant participé là au débat. Ils vont vous dédicacer les ouvrages qui sont là. Ils sont encore là pour 2-3 jours. C'est certain. Bon voilà, donc vous avez les stands qui sont là. Chacun pour 2 minutes, pas plus, parce que le temps est parti. J'ai comme l'impression que le débat qu'on a eu aujourd'hui, chaque décennie, depuis qu'on est indépendant, il y a sûrement des soirées en Afrique où des gens se disent intellectuels et l'ont eu. Et il faut craindre que d'autres Africains après nous l'auront encore année après année. C'est comme si on a un malade, c'est l'Afrique, et puis on n'a toujours pas trouvé où est le bobo, où est la solution, et on tourne en rond. Parce qu'honnêtement, ce débat-là, moi étant tout petit, j'ai entendu mon père avec ses copains avoir exactement la même discussion. Il va falloir un jour qu'on s'en prenne un peu à nous-mêmes. Hein. La finalité de ces débats, c'est le bonheur de l'Africain, l'individu, aussi simple que cela. Travaillons pour cela, et puis nous n'aurons plus d'Ivoiriens ou de Mauritaniens, je ne sais, qui sont obligés de s'expatrier pour aller courir après un bonheur alors que le bonheur il est juste à côté. Vous savez, on disait du Congo, c'est un désastre écologique parce que partout où vous tapez du pied, il y a un diamant qui va sauter. Mais c'est ça l'Afrique. On est assis sur une mine d'or, mais on n'a pas trouvé la formule pour en faire une entreprise où tout le monde va profiter.
il est temps qu'on s'y mette en tout cas. Je vous remercie de votre présence. Merci. Ce que moi j'ai à dire pour le mot de la fin, moi je place beaucoup d'espoir en Afrique parce que je sens qu'il y a un éveil. Et mon pays est l'exemple. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie, la dame, c'est juste pour l'informer au cas où elle ne serait pas au courant. C'est la rue qui a fait partir notre président qui était au pouvoir depuis 27 ans. Et c'est lui qui a tué Thomas Sankara. C'était pas Thomas Sankara en fait. Lui n'a eu qu'environ 4 ans de règne. Et le président Blaise Compaoré, c'est 27 ans. Et c'est la rue qui l'a fait partir. Et c'est, en fait, pour paraphraser ou pour prendre l'exemple sur la Tunisie, qu'on parle de printemps. Dans mon pays, il y a l'Armatan et la mousson. Il n'y a pas de printemps, c'est juste, on dit printemps noir, ça c'est un peu libre. Non, on n'a pas de printemps chez nous. Voilà, et moi je place aussi mon espoir dans la société civile. Et c'est pourquoi je reviens encore sur ce réseau-là. Parce que la décolonisation, c'est au niveau des esprits. La diaspora, elle intervient, elle a un rôle important, nous échangeons, et même entre nous écrivains, quand nous envoyons nos textes, quand nous participons à des forums, à des débats, ou à des blogs, on les anime, c'est pourquoi? C'est pour échanger des idées, c'est pour être ensemble et former quelque chose, un réseau. Et pour ça, moi, je pense que la diaspora, qu'elle soit ivoirienne, qu'elle soit togolaise, qu'elle soit béninoise, camerounaise, elle peut aider nous, les Burkinabés, par rapport à une lutte que nous sommes en train de mener, nous donner des idées. Et je pense que c'est ça qui va nous décoloniser au niveau de l'esprit et nous amener à ne pas avoir froid aux yeux et à aller de l'avant et à prendre en main notre destin, parce que l'avenir de l'Afrique est entre nos mains. C'est à nous de faire ce que nous en voulons. Nous, on n'a pas eu besoin de la France ni d'aucun pays pour venir chasser notre dictateur. Merci. Merci Sophie, je rappelle que vous êtes du Burkina. Eh bien moi, je vais pour mon dernier mot surtout remercier l'espace Pana et le SIDA pour cet espace qui nous permet quand même de discuter, se disputer, se réconcilier, se raconter des choses et enfin peut-être se donner des idées. Je ne dirais pas que le Cameroun suivra automatiquement l'exemple du peuple burkinabé, mais j'espère qu'un jour nous aurons aussi le courage de prendre notre destin en main, autant que notre frère. C'est tout, mais ce n'est pas que je veux dire que le Cameroun était un mauvais pays ou tout ça, contrairement à ce que ma soeur Julie le pensait. Non, on peut aimer son pays, mais on doit aussi, bien entendu, soulever des débats et des questions qui ne vont pas. Et bien entendu, on devrait quand même. On ne va pas dire oui, tout va bien et tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Et ce n'est même pas le but du jeu. Je pense que le but du jeu, justement, c'est de pouvoir se dire des vérités et c'est de pouvoir s'inspirer des autres, de la richesse des autres et de tout ce qu'ils peuvent nous apporter pour pouvoir aussi considérer notre propre situation. Et donc, je vous remercie à tous. C'était très bien. Et j'espère qu'on aura l'occasion de recommencer ça. Et bien entendu, entre nous, on en rediscutera. Merci beaucoup. Je crois que les collègues ont tout dit. Je voudrais remercier ce public qui a aidé à relever le débat. Ce que je voulais dire, c'est que mon frère a posé la question de solution. Pour ma part, un intellectuel est un producteur d'idées. Et évidemment, dans les idées, il y a des solutions. Mais nous, ce que nous pouvons faire, c'est de soulever et puis de réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire. Et je crois que c'est ce que nous faisons. On n'a peut-être pas le temps de l'avoir fait ici. La deuxième chose, c'est que nous devons vraiment prendre notre destin en main. Et si l'Occident est où il est aujourd'hui, il faut dire aussi qu'ils ont eu leur siècle de lumière. Et nous devons avoir notre siècle, nous devons avoir notre période de lumière. Et quand je dis, je pense que des gens qui font 40 ans au pouvoir, ce n'est pas normal. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le crie. Ce n'est pas normal. C'est de la dictature. C'est que les gens s'imposent d'une manière ou d'une autre. On ne dise pas que ça va bien. Non, pas du tout. On s'impose. Il suffit que la personne parte aujourd'hui, vous allez voir le désordre. C'est ça le problème.
Je vous remercie. Merci à tous, merci d'être venus, merci aux... Paul. Oui, je disais merci aux amis, au peuple algérien de nous avoir accordé, gratifié une fois de plus ces beaux moments de rencontre, d'échange. Et les débats ne feront que se poursuivre. Les autres qui seront là, vous pourrez les aborder, rediscuter avec eux, poursuivre les débats avec eux, lire leur ouvrage, les interroger. Et ça m'évite peut-être qu'un jour ou l'autre, vous retrouverez des brides de vos discussions avec eux dans nos écrits. Je vous remercie tous. Merci. Donc là, il y a la dédicace. Donc vous pouvez vous faire dédicacer l'ouvrage. Merci.